Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous voir nombreux réunis pour cette webconférence de présentation du dernier rapport de la plateforme RSE sur les labels RSE et plus spécifiquement sur les labels RSE sectoriels. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h15. Je voulais d'ores et déjà vous dire que cette webconférence sera disponible en replay sous peu sur le site de France Stratégie. Nous aurons le plaisir avec Sandrine Cadic, chargée d'études à France Stratégie, Guillaume de Baudard, vice-président de la plateforme RSE et représentant la CPME, de vous présenter l'avis de la plateforme RSE, les recommandations et bien sûr de répondre à vos questions. D'ailleurs, à ce sujet, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Il y aura deux salves de questions, deux temps de réponse à vos questions, mais n'hésitez pas à les noter dans le chat. On s'efforcera d'y répondre au maximum. Alors, peut-être un mot de contexte sur la plateforme RSE que beaucoup d'entre vous connaissent, mais qui mérite d'être présentée. C'est une instance nationale de concertation sur la RSE qui a été créée en 2013, hébergée par France Stratégie, qui traite sans surprise des multiples questions liées à la RSE. Donc, on publie des avis, des recommandations au pouvoir public, aux entreprises, et on fonctionne sur la base de saisine du gouvernement ou alors d'auto-saisine de la plateforme. La plateforme, c'est 50 membres, donc, dont vous voyez la liste à l'écran que je ne vais pas énumérer en détail. Un bureau donc, issu de ces membres de 15 membres. Et peut-être, Sandrine, tu peux enchaîner. Voilà. Le sujet qui nous rassemble, le sujet des labels RSE, c'est effectivement un sujet ancien qu'on n'a pas découvert hier. Peut-être quelques éléments de contexte pour donner quelques repères. Dès la loi des suites du Grenelle 1, dite la loi Grenelle 1 de 2009, indiquait que l'État appuierait la création de labels attestant la qualité de leur gestion dans les domaines environnementaux, sociaux et leur contribution à la protection de l'environnement. Ensuite, en 2011, des travaux ont été menés par le Commissariat général au développement durable, qui ont été prolongés par des travaux de la plateforme RSE dans le cadre d'un groupe de travail sur la compétitivité et le développement durable, avec un focus spécifique sur les PME, donc, qui date de 2014. Et tous ces travaux ont conclu à l'intérêt de lancer une expérimentation sur les labels RSE sectoriels, plus particulièrement destinés aux TPE, PME, ETI. Donc, c'est ce qu'on a fait à la plateforme RSE. On a lancé une expérimentation de label RSE sectoriel adapté aux TPE, PME, ETI. Donc, Sandrine Cadic et Guillaume de Baudard vous en parleront plus en détail. Mais peut-être pour donner un panorama plus large de cette actualité sur les labels, plus récemment, la loi Pacte, donc, de 2019, indiquait dans un article 174 que, un an après la promulgation de la loi, le gouvernement adopte un rapport sur les conditions de mise en place d'une structure de revue et d'évaluation des labels de RSE. Je voulais aussi citer un rapport un rapport du Sénat, un rapport d'information fait au nom de la délégation aux entreprises de juin dernier, réalisé par Madame Elisabeth Lamure et Monsieur Jacques Lenay. Et puis, encore plus récemment, un rapport de la mission Chaperon du Bost himalayenne, réalisé à la demande de Bruno Le Maire, qui demandait un rapport sur les conditions de mise en place d'une structure de revue et d'évaluation des labels de RSE permettant de valoriser produits, comportements ou stratégies. Donc, c'est un rapport qui a été publié le mois dernier, qui s'appelle « Accompagner les entreprises et donner confiance à leurs parties prenantes ». Et puis, pour terminer ce panorama, on pense bien sûr aux travaux en cours à Bruxelles pour la révision de la directive de 2014 dite NFRD sur l'information extra-financière, où la question des indicateurs rejoint bien sûr un des enjeux clés de la crédibilité des labels. Alors, cette crédibilité des labels, Sandrine, tu peux peut-être enchaîner. Voilà, c'est ça. C'est le point de départ de nos travaux.
C'est-à-dire qu'en fait, on a fait ce constat que beaucoup font, hein, d'une multitude, certains parlent d'une jungle de labels. Et donc, plutôt qu'apporter clarté, transparence et donc confiance, cette multitude de labels nourrit un sentiment de scepticisme et d'incompréhension. Donc, ce besoin de clarification, c'est un peu le fondement de nos travaux, donc, qui a été, un groupe de travail a été mis en place à la plateforme, piloté par Guillaume de Baudard de la CPME, François Moreux de la CFE-CGC et Yves de l'association Léo Lagrange Défense des consommateurs. La méthode de travail, c'est en fait de multiples auditions. C'est un groupe de travail qui s'est réuni entre mars et 2020 et février le mois dernier. 19 réunions, 30 auditions, dont notamment des auditions communes avec les co-rapporteurs de la mission Chaperon du BOST Himalayen. Bien sûr, les fédérations qui ont participé à notre expérimentation ont été associées à nos travaux. Et donc, sans ménager plus longtemps le suspense, je vais passer la parole à Guillaume de Baudard et Sandrine Cadic pour la présentation de ces travaux et notamment des recommandations de la plateforme. Donc, c'est à vous. On n'entend pas. Guillaume. Guillaume, on ne vous entend pas, vous avez coupé votre micro. Ouais. Oui, excusez-moi. Donc, bonjour à tous. Le premier point, ça va être avec Sandrine Cadic, on va parler à deux voix. C'est de quoi parle-t-on, un aspect de terminologie. Ensuite, de façon synthétique, les principaux enseignements de l'expérimentation des labels RSE sectoriels. Le troisième élément, c'est, vous verrez qu'on essaye, on pense qu'il est important de créer une chaîne de confiance sur ce sujet. Et puis on terminera, et c'est Sandrine qui le fera notamment, par les principales recommandations de nos travaux. Alors sur la terminologie, on peut passer pour arriver, voilà. Le premier aspect extrêmement important, c'est de savoir qu'aujourd'hui, il n'existe pas de définition du mot label RSE, du concept de label RSE. Il existe en matière de marché public une définition de la terminologie label sur laquelle on s'est inspiré. Et ce qui nous a amené à proposer la définition que vous avez sous les yeux, c'est une attestation de garantie délivrée par une tierce partie qui caractérise la démarche RSE mise en œuvre par une entreprise au sens des lignes directrices ISO 26000. Donc, à mon avis, il faut retenir deux points importants là-dessus. L'intervention d'une tierce partie dans nos préconisations et le fait, ça c'est une photographie, c'est factuel, que l'ensemble de l'expérimentation, des fédérations qui sont rentrées dans l'expérimentation, se sont appuyées sur l'ISO 26000. Autre point important de nos travaux, c'est qu'on a défini, on a observé 4 familles de labels. Les labels généralistes, pour ceux qui connaissent, ça pourrait être par exemple Bicorp ou Lucie, des labels territoriaux RSE qui se sont développés, des labels thématiques, on peut par exemple citer le label achat responsable par exemple, et nos labels sectoriels. Labels sectoriels évidemment qui sont destinés aux entreprises d'un même secteur et donc l'organisation professionnelle, le porteur, a écrit un référentiel adapté au secteur. Ce qui est intéressant de dire à ce stade, c'est que M. de Cambourg, dans ses travaux européens à peu près sur le même sujet, arrive à définir quasiment les mêmes familles, les mêmes typologies. Et il a creusé également le sujet des PME, des labels sectoriels. Merci Guillaume. Je vais enchaîner peut-être sur les enseignements de l'expérimentation des labels RSE sectoriels. Comme Frédéric l'expliquait, nous avons lancé le groupe de travail en mars, mais une expérimentation a été lancée dès 2017 avec 2 appels à candidature. Un appel à candidature en 2017 et un deuxième en 2018. Les fédérations devaient répondre à un cahier des charges précis qui notamment précisait les exigences relatives à l'élaboration du référentiel sectoriel avec la revue effectuée par un OTI, les exigences relatives à la délivrance de l'attribution du label ou de l'attestation d'évaluation. Donc, nous avons suivi pendant 18 mois cette expérimentation avec 3 bilans semestriels qui ont été remis par les fédérations et qui nous ont permis notamment
de suivre certains points: le nombre d'entreprises labellisées, le coût de la labellisation, les résultats obtenus, les modalités de dialogue mises en place, les moyens de communication utilisés, s'il y avait eu un site dédié, la mise en place d'une newsletter, etc., le type d'accompagnement proposé par les fédérations, et cela nous a permis de relever les difficultés et les succès. Donc, un groupe de travail à l'issue de l'expérimentation a été créé avec de nombreuses auditions, comme l'a mentionné Frédéric, pour justement pouvoir compléter certains éléments que nous avions relevés pendant l'expérimentation, que cela soit par rapport au rôle de l'OTI, à l'importance du dialogue avec les parties prenantes ou l'accompagnement des entreprises. Quelques chiffres concernant cette expérimentation: nous avons 18 fédérations engagées de différents secteurs. Donc, on voit des secteurs de l'agroalimentaire, de la communication, des UNICEM étaient présentes également, très variés, des secteurs variés, mais comme le mentionnait Frédéric, tous reposent finalement sur l'ISO 26000. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ces fédérations, elles représentent à elles seules 12 000 entreprises et que pour 63% des entreprises de ces fédérations, elles ont moins de 10 salariés. Donc, on est vraiment au niveau des PME, TPE dans le cadre de cette expérimentation. Nous avons suivi les résultats sur 18 mois. Nous avons pu noter qu'il y avait 340 entreprises engagées à la date de décembre 2019, à la fin des 18 mois de l'expérimentation. Évidemment, ce nombre a augmenté depuis. Nous avons noté quelques informations par rapport aux référentiels qui ont été développés. On l'a dit, ils reposent tous sur l'ISO 26000. Certains vont mentionner les synergies existantes, notamment avec d'autres normes ou référentiels. On pense évidemment aux ODD. Ils vont mettre en évidence les synergies existantes avec des normes et certifications existantes en matière environnementale ou des labels comme le label égalité ou diversité. Ils vont également proposer deux types finalement d'évaluation. On va avoir des labels qu'on appelle des labels de niveau, où là, l'entreprise, pour obtenir le label, va devoir dépasser un certain seuil, et c'est la majorité des fédérations qui proposent ce type de label, avec un niveau compris entre 1 et 5. On a également noté des labels de progrès qui récompensent la progression entre un temps T1 et un temps T2. On est vraiment là dans une logique d'amélioration, et certains labels qui vont mixer ces deux approches, une approche de niveau, et également vont rajouter des éléments de progrès pour pouvoir notamment au moment de lorsqu'on leur revoit la labellisation, au bout de 3 ans, pouvoir obtenir un niveau le label. Guillaume, peut-être vous pouvez nous présenter ce SWOT qui avait été fait à l'issue de l'expérimentation et qui met en évidence notamment les forces, faiblesses, opportunités et menaces de l'expérimentation. Voilà. Alors, la première force qu'on a identifiée, c'est l'approche sectorielle. Je vous en ai déjà parlé. Le deuxième point fort, c'est de bien savoir qu'il y a une réelle montée en puissance de la RSE dans les organisations professionnelles et dans les secteurs. Il y a une très forte attente depuis une dizaine d'années, et avec la dynamique de la plateforme, des secteurs professionnels. L'autre point fort, c'est qu'on s'appuie sur l'architecture, les lignes directrices de l'ISO 26000. Évidemment, ça c'est connu en matière de RSE, ces projets permettent de structurer l'organisation interne de l'entreprise, et puis ça permet évidemment tous ces travaux, l'élaboration du référentiel, l'évaluation, etc., de s'ouvrir beaucoup plus aux parties prenantes. Je ne vous lis pas toutes les forces qu'on a identifiées. Les principales faiblesses, je vais y revenir, c'est la non-reconnaissance aujourd'hui par les grands donneurs d'ordre privés, par le marché, et aussi par les marchés publics, là pour des raisons juridiques. Je vais y revenir. Le deuxième aspect, la deuxième faiblesse, c'est le coût et les temps consacrés à la démarche, notamment pour les plus petites entreprises. L'autre point extrêmement important, c'est les aspects de financement, voire il n'y a pas de guichet unique en France en matière de RSE. Si vous vous intéressez à un sujet comme l'environnement, vous avez un plan de relance, 100 milliards, 30 milliards pour l'environnement, 3-4 milliards gérés par l'ADEME. Aujourd'hui, il y a un problème de guichet unique de la RSE et il n'y a pas de financement à proprement dit sur ce sujet, ce qui complique l'ambition qu'on peut avoir. Les opportunités, ben ça a été dit par Frédéric, c'est tout l'aspect institutionnel. Il y a un contexte institutionnel extrêmement
important là-dessus, qui, à mon avis, n'a pas terminé de progresser. Et puis, à noter dans l'accompagnement et la formation des équipes des entreprises, le rôle majeur à venir ce qu'on appelle les opérateurs de compétences. Vous savez qu'en matière de formation, il y a une réforme. Il existe par grand secteur 11 OPCO, opérateurs de compétences, et tout le monde sait, la ministre Olivia Grégoire a fait une interview récemment dans AEF qui parle des OPCO. C'est majeur comme opportunité. En menace, c'est le fait que les grands groupes n'appuient pas la démarche qui est proposée, n'en tiennent pas de compte, qu'en matière de marché public, la réglementation qui est notamment européenne n'évolue pas et qui est donc la concurrence d'autres types d'approches qui sont souvent demandées par les grands donneurs d'ordre privés. On pense aux plateformes de type Ecovalis, par exemple. Alors, c'est le point central, le risque de non-reconnaissance par les marchés privés et par les marchés publics. Il y avait eu à l'époque, il y a quelques années, une étude extrêmement intéressante de BPI France avec Ors et Pricewaterhouse qui disait des choses extrêmement intéressantes, très fortes. 70% des fournisseurs interrogés régulièrement sont interrogés régulièrement par leurs clients et leurs donneurs d'ordre. 50% pour les TPE, 79% pour les PME. Mais on constate que les demandes se concentrent au moment des appels d'offres et non pas au moment de la signature du contrat. Et c'est là où est le frein principal à mon sens. 79 des fournisseurs intéressés ne parviennent pas à valoriser leur performance RSE à travers le prix de vente. Là, je pense qu'on est au cœur de la difficulté de ces sujets. Merci Guillaume. Deux autres enjeux clés qui ont été également signalés lors de l'expérimentation, c'est la question de répondre aux attentes des parties prenantes. Ici, on a la question de l'enjeu de robustesse et de crédibilité des labels, un besoin d'engagement réel, de transparence et de garantie. Ici, on va avoir la capacité à produire des avancées concrètes sur les enjeux environnementaux, sociaux, sociétaux et de gouvernance, et la capacité à vérifier ces avancées. Et on va voir, et on reviendra là-dessus, le rôle évidemment essentiel des parties prenantes par rapport à cet enjeu. Un troisième très important, c'est l'accompagnement des entreprises et en particulier des PME et des TPE. On a d'une part, on le voit, la nécessité d'avoir des exigences fortes pour asseoir la crédibilité des labels, mais on voit que ça peut engendrer des coûts supplémentaires. Et d'autre part, la volonté de massifier le nombre d'entreprises dans ces démarches de labellisation. Donc, on va voir cette importance de l'accompagnement, en particulier les PME, les TPE, on a identifié essentiellement les entreprises de moins de 50 salariés qui doivent être accompagnées. Qu'est-ce que cela veut dire? Mettre en place des programmes de formation, qu'elles soient collectives, individuelles. Ces formations sont destinées autant aux référents RSE, aux dirigeants qu'à l'ensemble des salariés. Ça va être aussi le rôle des sociétés conseils qui vont jouer un rôle en support des fédérations pour aider à l'élaboration du référentiel, au déploiement ou encore accompagner les entreprises dans cette démarche et aider à la formation des salariés en interne. On va avoir l'importance de la mise en place des réseaux ou clubs d'entreprises à l'image de la communauté Lucie ou de la communauté Bicorp. C'est essentiel pour favoriser les échanges horizontaux et pouvoir échanger sur les bonnes pratiques. Évidemment, un point essentiel est l'accompagnement financier. On a vu dans le cadre de l'expérimentation que peu de fédérations proposent de telles aides, à part, dans certains cas, pour les très petites entreprises, notamment pour aider à mener un prédiagnostic. Par contre, on note un besoin de connaissance des aides existantes que les entreprises vont pouvoir solliciter, notamment pour la mise en place de formations de leurs salariés. Ces aides vont être auprès de BPI France, par exemple, de certaines CCI, des régions. Et comme l'expliquait Guillaume, on voit le rôle essentiel des OPCO pour la mise en place de ces formations. Donc, on le voit, nous avons pu faire un point, en tout cas, sur l'expérimentation qui a été menée sur ces 18 mois et on vous propose peut-être un premier temps d'échange pour pouvoir creuser certains éléments que vous souhaiteriez partager avec nous. Et tout d'abord, nous avons la chance également d'avoir Yves Huguet,
parmi nous et François Moureux qui sont co-rapporteurs de cet avis. Yves Huguet, vous êtes co-rapporteur et administrateur de l'association Léo Lagrange pour la défense des consommateurs et vous êtes en charge de la responsabilité sociale. On a parlé notamment d'un enjeu clé qui est répondre aux attentes des parties prenantes. Les consommateurs font évidemment partie de ces parties prenantes et on aimerait voir avec vous quel regard vous portez sur ces attentes des consommateurs en particulier. Merci beaucoup Yves. Ok, bonjour à toutes et tous. Je ferai tout d'abord 3 constats. Les consommateurs sont de plus en plus conscients du devenir de la planète. Ils désirent connaître de plus en plus l'origine des produits, des services qu'ils achètent. Et les ONG se préoccupent des conditions sociales de production de par le monde. Deuxième constat, l'information sur la qualité des produits et services se développe par l'utilisation croissante des smartphones. Troisième constat, le marketing intègre ces tendances et se développe ainsi d'une manière anarchique des labels de tous ordres. Pour mon organisation, il est nécessaire, de mon point de vue, en relation avec ces labels, produits, services, de communiquer aussi sur le niveau d'implication, responsabilité sociale des entreprises productrices de ces produits, services. Il s'agit pour cela d'inciter les entreprises à s'engager, à se démarquer en utilisant des référentiels robustes d'évaluation de leurs engagements RS construits avec les parties prenantes, dont les organisations de consommateurs. Enfin, des labels de qualité pourraient être répertoriés et les consommateurs auraient ainsi une information accessible, sérieuse, reconnue par les parties prenantes de la RSE. Merci. Merci beaucoup Yves. On le voit, c'est un point important, ces attentes et ces attentes des consommateurs que nous avons ensuite développées et pris en compte dans les principes que nous présenterons dans un deuxième temps. Nous allons peut-être prendre quelques questions et j'aurais peut-être une question pour Guillaume. Une question sur les programmes de formation qui peuvent exister. Quels sont-ils et comment peut-on en bénéficier? On a parlé du rôle des OPCO, peut-être nous en dire un peu plus, Guillaume, si vous le voulez bien. Alors, si je suis entreprise, ma première question, c'est déjà de savoir si mon organisation professionnelle elle-même a engagé une démarche de mutualisation de la RSE, notamment est-ce qu'elle a écrit un programme, un référentiel. Si oui, la plupart du temps, il y a un programme de formation et d'action et d'accompagnement des entreprises. Sinon, il faut plutôt regarder du côté des labels plus généralistes. D'accord ? Parce que l'ensemble des secteurs, aujourd'hui, n'est pas encore totalement couvert par les labels sectoriels tierce partie. Également une question à nouveau sur les financements. Quels sont-ils les financements pour la mise en place de nouveaux labels sectoriels? Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Alors aujourd'hui, c'est assez faible. Il y a la Banque publique d'investissement qui a pas mal accompagné le mouvement des précurseurs. Il y a les fonds de formation. On a des secteurs professionnels qui ont eu des fonds importants en matière de formation. Et puis certains ont même obtenu des fonds européens là-dessus. Mais c'est balbutiant par rapport à l'enjeu. Donc c'est pour ça qu'on pose très clairement au pouvoir public le sujet du financement de ces opérations, de ces actions, si on veut massifier, en comparant avec l'environnement, par exemple, on n'a pas d'agence de la RSE, on n'a pas de guichet unique, donc c'est aussi une faiblesse, on l'avait vu, hein, l'aspect financement est aujourd'hui certainement insuffisant. J'ai une question de Marc sur le dialogue parties prenantes. Peut-être nous pourrons y revenir dans notre deuxième temps d'échange parce que nous allons aborder justement cette question du dialogue parties prenantes. Je vous propose, je regarde s'il y a d'autres questions, sinon une réaction peut-être. Oui, on parle de trop de labels. Est-ce que trop de labels tue les labels? C'est notre point de départ, c'est qu'effectivement, il y a pléthore de labels, c'est ce qu'a dit Frédéric dans son introduction. À partir du moment où vous regardez des labels robustes, comme on va vous indiquer ce qu'on souhaite mettre en place, notamment avec l'intervention d'une tierce partie, tierce compétente et indépendante, de type organisme tiers indépendant, il y a déjà beaucoup moins de candidats.
Donc oui, il y a beaucoup de labels autodéclarés, il y a quand même moins de labels robustes avec intervention d'un tiers indépendant. Merci beaucoup. Je vous propose de continuer et de reprendre les questions à la fin de la présentation. Donc, n'hésitez pas, vous avez le chat pour poser vos questions. Nous vous en remercions. Donc, on a vu 18 mois d'expérimentation, 1 an de travaux avec la plateforme RSE dans ce groupe de travail, de nombreuses auditions et donc l'importance de créer une chaîne de confiance. C'est vraiment un terme qui est revenu et qui est essentiel. Et cette chaîne de confiance, elle va concerner tout le processus de labellisation. En fait, cette chaîne repose sur l'impératif de qualité du référentiel, d'une part, et d'autre part, sur le processus de labellisation qui va être garant de cette confiance. Quand on parle du processus de labellisation, on entend évidemment l'ensemble des étapes du processus. Ça va être identifier et constituer le panel de parties prenantes externes, l'élaboration et la revue du référentiel, la rédaction des documents clés, l'analyse des documents et surtout l'évaluation sur site, on reviendra sur cet aspect, la décision de labellisation et également les éléments de valorisation et de communication que vont faire les entreprises une fois qu'elles sont labellisées. 3 points nous paraissent essentiels. Un premier, on le dit, c'est la qualité du référentiel. Le référentiel doit être robuste et crédible. Pour cela, il doit être pertinent, vérifiable et il va servir de socle à la création d'un label RSE propre à un secteur d'activité. Quelques éléments que l'on peut noter. L'aspect de la co-construction avec les parties prenantes. En effet, les parties prenantes vont aider à l'identification des enjeux matériels du secteur. Leur participation est essentielle. Ces référentiels doivent être évolutif. Qu'est-ce qu'on entend par évolutif? C'est-à-dire par rapport à une veille doit être menée pour qu'il puisse évoluer et prendre en compte de nouvelles thématiques émergentes. Ça peut être, par exemple, les enjeux liés au télétravail en lien avec l'actualité. On voit également les questions liées au numérique. Aujourd'hui, des référentiels ont évolué et vont prendre en compte ces nouveaux enjeux. Ça va être des évolutions suite à l'évolution de la législation elle-même, toujours dans une démarche d'amélioration continue. On va pouvoir faire évoluer également le système de notation et notamment le seuil minimal demandé pour obtenir le label, toujours dans une logique d'amélioration continue. Et on a pu noter qu'idéalement, cette révision doit être inscrite de manière formelle dès la création du référentiel. On doit prévoir dès le départ que le référentiel sera revu et évoluera. Un point important, le contenu. Et là, on l'a vu, dans les 18 fédérations qui étaient dans l'expérimentation, l'ensemble des référentiels repose sur l'ISO 26000 et pour nous, cela paraît essentiel. C'est, on le voit, une approche de cohérence holistique. L'ensemble des domaines, des questions centrales de l'ISO 26000 doivent être couvertes. On en parlait également un peu plus tôt de la synergie. Il y a peu de référentiels font référence aux ODD, mais il pourrait être intéressant d'avoir cette synergie avec d'autres référentiels comme les ODD et d'autres normes et certifications. L'idée, c'est que des entreprises puissent faire valoir le fait d'avoir déjà des certifications existantes, par exemple le label égalité, le label diversité ou la certification ISO 14001. C'est pouvoir faire valoir le fait d'avoir cette certification lorsque l'on met en place un label RSE. Il doit être adapté au secteur d'activité et au TPE-PME, c'est-à-dire d'être pragmatique. Enfin, le référentiel va détailler les modalités d'évaluation et d'attribution. Ça va être les critères d'évaluation pris en compte, l'échelle de maturité et également les exigences d'évaluation sur site. Enfin, le référentiel doit être transparent, c'est-à-dire il doit être transparent que ce soit par rapport au mode de preuve et des critères de notation, ainsi que le périmètre concerné. Donc ça, c'est vraiment essentiel, ça va déterminer la qualité du référentiel.
On parlait du dialogue des parties prenantes et ce rôle est déterminant. Là, vous avez un exemple de cartographie des parties prenantes qui a été partagé par l'UNICEM lors d'une audition menée au sein du groupe de travail et qui est intéressant parce qu'on voit les différents acteurs qui peuvent être notamment identifiés dans le cadre d'une cartographie des parties prenantes. Ça va être un élément essentiel pour à toutes les étapes du processus de labellisation, que ce soit la création, le test du référentiel, la révision du référentiel, l'accompagnement des entreprises, l'évaluation, l'attribution du label et enfin les enjeux de réclamation concernant que ce soit le référentiel, l'évaluation menée, le résultat de l'attribution. Donc, on voit que toutes ces étapes vont être couvertes par cet engagement avec les parties prenantes. Et ce qui est intéressant de voir et qu'on a pu noter dans l'expérimentation, c'est que certains vont formaliser ce type de dialogue avec la mise en place de comités, alors appelés parfois comités de parties prenantes, comités de labellisation, comités d'orientation. L'idée est vraiment de formaliser ce type de dialogue. Par contre, il est apparu et ça a été discuté dans le groupe de travail que ce n'était pas forcément obligatoire et que ce type, on va dire, de comité de parties prenantes pouvait être mis en place dans un deuxième temps. Il va y avoir évidemment un dialogue qui va être mené de manière plus informelle avec la mise en place de groupes de travail et d'autres moyens de communication. C'est important et ce qui avait été relevé dans le cadre de ce dialogue de parties prenantes, et là on va penser par exemple aux parties prenantes externes, du monde aussi associatif, des ONG, c'est de privilégier les parties prenantes impactées par l'activité de l'entreprise et de favoriser l'ancrage territorial parce qu'elles vont être en mesure de voir les impacts des activités des entreprises et vont être en mesure de pointer, de porter l'attention sur certains enjeux clés. Et ce qui était souligné, c'était qu'il fallait quand même garder en tête et faire attention à ne pas les instrumentaliser. Donc, prendre en compte les parties prenantes sans toutefois qu'elles se sentent instrumentalisées dans le cadre d'une labellisation. Donc, c'est un point de vigilance à avoir. Enfin, et un point qui est ressorti lors de toutes les auditions, c'est le rôle de l'OTI, l'organisme tiers indépendant, qui peut être défini comme un organisme chargé d'évaluer et d'attester la conformité d'un produit, bien ou service, d'un processus, d'une organisation à un référentiel de manière objective, impartiale et indépendante. Ce rôle, vous pouvez voir sur la slide un exemple extrait d'une présentation menée par le label coopératif So-Responsable avec le rôle de l'OTI, en l'occurrence c'était AFNOR Certification, dans le processus de labellisation. Ça va être un rôle essentiel, il va aider à l'élaboration du référentiel, il va faire surtout la revue de ce référentiel, c'est-à-dire qu'il va vérifier que le référentiel est tout simplement auditable. Ça va être vérifier la pertinence, la cohérence avec la norme ISO 26000 et l'adéquation avec la réalité des entreprises. L'OTI va mener des évaluations sur site. Et cette évaluation sur site est essentielle pour permettre et garantir un maximum d'échanges, le recueil des différents points de vue et de vérifier les moyens mis en place par les entreprises sur place. Donc ce rôle et cette évaluation sur site a été souligné dans le cadre de nos échanges. Également, l'OTI va évidemment mener cette évaluation et va parfois participer à l'attribution de la labellisation dans le cadre du comité de labellisation, mais avec un rôle, dans ce cas, d'observateur. Voilà les 3 points clés pour un référentiel robuste et un processus de labellisation qui garantit, on va dire, la confiance par rapport au label. De ce retour d'expérience et de ces auditions, nous avons identifié 10 principes, Guillaume, que je vous laisse peut-être présenter pour s'assurer de cette chaîne de confiance. Oui, je vais essayer en même temps d'essayer de répondre à quelques questions du chat. Il y a un premier élément, il y a une question qui a été posée sur
De quoi parle-t-on? On ne parle pas ici des labels produits. Donc, on est bien sur des labels d'entreprise. C'est un point qu'on n'a pas rappelé, c'est important. Il y a une deuxième question sur l'intérêt de la démarche sectorielle. C'est très clair, une PME aujourd'hui se retrouve dans son métier. C'est la première approche. Ils ont une approche territoriale, mais ils ont surtout une approche sectorielle. Et si je prends par exemple le volet environnemental, il est facile de comprendre que les enjeux ou les impacts environnementaux d'une PME industrielle n'ont rien à voir avec une PME de service. Donc l'intérêt, c'est que le référentiel soit vraiment très ciblé vers le métier. Par exemple, un secteur industriel qui serait soumis à installation classée pour la protection de l'environnement, cette rubrique n'aurait aucun intérêt dans une entreprise, un secteur de service. Alors, ce qu'il faut que vous reteniez de tout ça, parce que ce n'est pas terminé, c'est certainement qu'on amène le niveau assez haut, c'est-à-dire qu'on préconise tous ensemble au sein de la plateforme le principe qui résume tout, c'est le principe de robustesse, avec l'intervention d'un tiers indépendant. Et le tiers indépendant n'est pas l'accompagnateur, ni l'organisation professionnelle ou le secteur lui-même. C'est quelqu'un dont c'est le métier. Donc, ça amène à définir ce que c'est qu'un organisme tiers indépendant. Là, en l'occurrence, c'est les organismes certificateurs. Ça peut être le monde de l'audit et ça peut être, en théorie, les agences de notation. Ce sont les mêmes outils qu'on retrouve en matière de déclaration extra-financière. Donc, retenez bien que l'ensemble des membres de la plateforme amène un niveau de robustesse important pour que ça soit opposable en fait au marché. Parce que si ce n'est pas sérieux, si ce n'est pas robuste, si c'est autodéclaré, ça n'a aucune chance d'être tenu en matière de marché public ou par les grands donneurs d'ordre privés. Le deuxième principe, c'est la matérialité. Le troisième sujet, ça fait un lien avec une question sur les démarches de certification. On est aussi dans un système d'amélioration continue. Donc, c'est la même logique. Le principe du bénéfice pour la société, l'environnement et l'entreprise, ça c'est surtout, et ça pour notamment garantir les parties prenantes, ce sont les très fortes attentes de nos parties prenantes. Le principe de représentativité, évidemment, surtout en matière sectorielle, c'est que le porteur du projet puisse être considéré comme représentatif du secteur qui va engager par sa démarche, ça paraît plein de bon sens, et qui puisse intégrer les parties prenantes qui vont bien. On peut continuer, Sandrine? Le principe de non-compensation, c'est-à-dire qu'une performance extraordinaire sur un des piliers de la RSE et une performance moindre sur un autre pilier, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il y ait vraiment un équilibre dans l'évaluation sur l'ensemble des items. C'est ce qu'on appelle le principe de non-compensation. Le principe de séparation des compétences, c'est ce que je vous expliquais entre le rôle du porteur et de l'organisme tiers. Le garant de la séparation des compétences et de la crédibilité, c'est évidemment l'obligation de l'organisme tiers indépendant. Le principe de transparence, c'est qu'un secteur ne peut pas réserver, par exemple, le référentiel ou la démarche à ses adhérents, premièrement, et deuxièmement, qu'il convient que ces référentiels, ces approches soient publiques et ouvertes à tous. Le principe d'exemplarité, c'est quand même que le porteur lui-même du projet puisse lui-même communiquer sur ses propres actions en matière de RSE, qu'on sache un peu qui il est. Le principe d'accessibilité, c'est de tenir compte des plus petites des entreprises artisanales, et que ça ne soit pas un moyen de les exclure. Il faut intégrer y compris les plus petites entreprises. Merci beaucoup, Guillaume. Nous avons un dernier temps par rapport aux recommandations de la plateforme RSE. Peut-être juste pouvez-vous nous préciser justement cette nécessité et cette urgence de s'emparer du sujet avec, nous avions identifié 4 risques majeurs. Je vous laisse peut-être les présenter, ces 4 risques. Bon, le premier risque, donc ce sont des risques à moyen terme, c'est que cette labellisation et ces travaux ne produisent aucun effet, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans 10 ans et que rien n'est bougé sur le sujet, donc il n'y aura pas d'impact positif. Je rappelle quand même que cette notion de label sectoriel date du Grenelle de l'environnement de 2008, comme l'a dit Frédéric Lelouch, donc ça fait déjà un certain nombre d'années, mais il y a un vrai risque pour que, alors qu'on en parle beaucoup, cette notion de label, cette robustesse, ça ne produise pas d'impact, à la fois pour les parties prenantes, mais aussi à la fois pour les entreprises. C'est lié au second, c'est donc le marché, c'est-à-dire que les clients, les donneurs d'ordre continuent à envoyer des questionnaires sans fin à leurs fournisseurs, mais finalement, sans en tenir beaucoup de compte,
Et c'est en fait la notion de mieux-disance RSE. Aujourd'hui, le constat est plutôt de dire qu'on est plutôt en moins-disance RSE qu'en mieux-disance RSE, si on veut être honnête. Et ça, c'est très important. L'autre sujet, c'est les blocages juridiques en matière de marché public. Mais là, il y a les parlementaires français et européens sont en train de s'emparer de ce sujet-là. Ils ont compris que c'était un point de blocage. On ne peut pas demander aux entreprises d'être socialement responsables et qu'on ne leur donne pas quand même un avantage à agir, par exemple en matière de marché public. Ensuite, il y a le risque de la crédibilité des labels. Donc là, c'est important qu'il y a eu une question un peu là-dessus. Est-ce que ce n'est pas des sous-labels, etc. Non, il sera extrêmement important que le contenu des labels soit vraiment très, très costaud, robuste, matériel. Et on verra sans doute que Frédéric en dira un mot à la fin, que ces travaux et ces objectifs ne sont pas terminés. Et puis enfin, et c'est aussi extraordinairement important, c'est que les pouvoirs publics, parlementaires et gouvernants, malgré leurs grandes déclarations sur ce sujet, bien qu'il n'y ait pas réellement un investissement, une incitation, parce qu'il va falloir au début certainement inciter les entreprises d'une manière ou d'une autre. C'est un enjeu majeur. Merci beaucoup, Guillaume. Donc, dans l'avis, vous pouvez retrouver les 24 recommandations qui ont été élaborées par la plateforme RSE. Ces recommandations sont classées en 3 parties. Vous avez une première partie qui concerne la robustesse de la démarche. Et pour cela s'assoit évidemment sur les 10 principes que Guillaume vient de vous présenter. Donc, je ne vais pas m'attarder sur cette première partie, mais plutôt vous présenter quelques recommandations et points clés des deux autres parties. La première, c'est la reconnaissance et la valorisation des labels RSE sectoriels tierce partie. On l'a vu, c'est un enjeu. Pouvoir reconnaître ce label et pouvoir reconnaître le fait d'être labellisé. À l'issue des travaux, la plateforme RSE ne recommande pas la création d'un label public d'État. Par contre, recommande la supervision de ces labels, notamment par l'élaboration d'une charte publique qui s'appuierait sur les principes que l'on vient d'évoquer et également les principes développés dans le cadre du rapport de la mission Chaperon-Dubos himalayenne. Donc, on vous invite également à prendre connaissance de ce rapport et des principes que l'on peut aussi retrouver. Donc ça, c'est un point essentiel, élaborer cette charte publique et développer un guichet unique pour pouvoir justement accéder facilement à des informations. La meilleure prise en compte des labels RSE sectoriels tierce partie dans les marchés publics et évidemment la plateforme RSE recommande et appuie la révision de la directive européenne pour permettre une révision du code des marchés publics et pouvoir prendre en compte des critères RSE dans le cadre des appels des marchés publics. Développer la formation des acheteurs publics paraît également essentiel. Donc, voilà, c'est quelques recommandations, on va dire, liées à la commande publique. Nous avons également des recommandations adressées aux grands donneurs d'ordre. On l'a vu, c'est un enjeu essentiel car il y a peu de reconnaissance à l'heure actuelle et il apparaît nécessaire de privilégier aujourd'hui ce qu'on appelle la mieux-disance RSE à travers les appels d'offres et également à travers le reporting extra-financier pour valoriser les fournisseurs qui sont également labellisés. Un enjeu de communication active des pouvoirs publics, c'est-à-dire communiquer sur les labels qui répondent aux exigences que l'on retrouvera dans la future charte publique, avoir un site des entreprises qui permettent de présenter les entreprises labellisées serait également très utile. Il va y avoir évidemment la communication des entreprises elles-mêmes une fois qu'elles sont labellisées. Nous avons des recommandations par rapport à ce type de communication. Un point essentiel est l'accompagnement et la formation avec le rôle des OPCO, qui est très, très important. Donc là, nous avons tout un socle de recommandations qui va venir aider à la reconnaissance et à la valorisation des labels RSE sectoriels, avec ensuite un troisième temps, une troisième partie qui entend crédibiliser dans la durée, afin de réussir la généralisation de la démarche des labels RSE. Et on voit, et cela fait écho à cette question des attentes des parties prenantes avec l'évaluation des impacts réels.
C'est un point essentiel. Et enfin, l'incitation ou les incitations par les pouvoirs publics, avec notamment la possibilité d'avoir une simplification administrative et un soutien spécifique aux TPE, notamment. On parlait des entreprises, notamment des très petites entreprises qui doivent être aidées pour l'amorçage de démarches RSE. Donc là, on peut citer quelques exemples. Ça va être notamment dans le cadre du plan France Relance des aides financières forfaitaires, peut-être des formules du type chèque numérique, étendre les aides accordées dans le cadre du volontariat territorial en entreprise verte à des missions RSE. Voilà des pistes en tout cas d'aides qui pourraient aujourd'hui aider les entreprises à se lancer dans des démarches de labellisation. Pour finir et pour conclure, la plateforme RSE recommande que l'ensemble de ce dispositif de reconnaissance et de suivi, quand il sera mis en place, soit évalué, notamment après 2 ans de fonctionnement, pour se donner les moyens de voir comment ces labels évoluent et produisent des effets positifs. Donc, je vous invite à regarder de près l'avis et pour pouvoir avoir le détail de toutes ces recommandations et peut-être garder un peu, le temps passe vite, donc peut-être vous proposer un deuxième temps d'échange. Et j'aurai tout d'abord une question pour François Moreux, qui est également co-rapporteur de cet avis et qui est délégué national confédéral pour le développement durable et la RSE au sein de la CFE-CGC. Bonjour François. Bonjour Sandrine. Bonjour, vous pouvez activer votre caméra peut-être François si vous le voulez. Juste une question pour vous. Nous avons mentionné le rôle de l'ensemble des parties prenantes. Et évidemment, les partenaires sociaux sont une partie prenante essentielle. Comment percevez-vous leur rôle? Merci beaucoup. Merci Sandrine pour cette question. En premier lieu, et tout au long de nos travaux, le rôle des parties prenantes qui sont au cœur de l'ensemble de la démarche a été un sujet majeur que l'on retrouve dans les chapitres implications et communication de la vie. L'ouverture aux parties prenantes, qu'il faut identifier avec soin, on l'a dit, selon les types d'activités des entreprises, est essentielle et avec nécessité de s'associer à toutes les étapes du processus de validation, de labellisation et en assurant leur représentativité. On a parlé du principe de représentativité et tout au long de cette chaîne de confiance construite solidement qu'on a évoquée. Et bien entendu, les partenaires sociaux sont révélés comme des parties prenantes primordiales, acteurs par un dialogue social constructif, on peut le dire, permettant la mise en place de labels robustes et crédibles. Rappelons à ce niveau l'étape fondamentale de la délibération commune des partenaires sociaux sur la RSE dans les TPE-PME, à l'initiative de la CPME en 2017 et à laquelle les organisations syndicales de salariés ont été associées et qui a contribué à l'élaboration de la feuille de route du groupe de travail. Enfin, je souhaiterais, pour un point de vue opérationnel, souligner les initiatives de plusieurs fédérations, dont l'exemple de l'INRC, Institut national de la relation client, qui associe tous les partenaires sociaux dans le processus de labellisation, dans un comité label, vous en avez parlé Sandrine, une forme de comité, et depuis l'établissement du référentiel basé sur l'ISO 26000 jusqu'au suivi de l'attribution du label aux entreprises lors du cycle de demande de renouvellement. Pour permettre de démultiplier ces exemples, nous avons aussi recommandé d'inclure des négociations au niveau des branches afin d'inscrire à l'ordre du jour les sujets sur la thématique RSE et les formations appropriées, on en a parlé, via les OPCO. Voilà un petit peu en résumé ce qu'il fallait mentionner et qui nous paraît important. Merci. Merci beaucoup François. Il y a évidemment de nombreuses questions par rapport au rôle de l'État. Donc peut-être Frédéric, peut-être vous pouvez nous apporter un éclairage sur justement ce rôle de l'État. On a parlé d'une charte publique. Demain, quelle piste en tout cas avons-nous?
Merci Sandrine. C'est vrai que conclure cette conférence est un peu délicat dans la mesure où on voit que ça ouvre énormément de questions. J'ai vu énormément de questions sur le chat et je pense qu'il sera difficile de répondre précisément à chacun. Donc moi, ce que je voulais vous dire un peu en mots de conclusion, c'est que tout ce questionnement, le fait qu'on soit aussi nombreux aujourd'hui, ça montre la vitalité du sujet, ça montre le fait qu'il y a énormément d'attentes et donc forcément il y aura énormément de frustration à l'issue de la clôture de cette webconférence. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que pour nous, cette publication de ce rapport, c'est qu'une étape en fait. C'est une fois qu'on a terminé ces travaux que tout commence. On a effectivement listé un certain nombre de recommandations, donc maintenant il va falloir les faire vivre, les traduire. Effectivement, il est question d'une charte publique de bonnes pratiques. Alors, il était question de cette charte dans la loi Pacte. Le rapport Chaperon-Dubost himalayenne il fait référence. Et puis, c'est aussi une pratique que la plateforme appelle de ses voeux avec un certain nombre de principes qu'on a énumérés qui devraient en faire partie. Je vous invite à prendre connaissance pour avoir en détail la précision de ce que recouvrent ces principes et puis d'avoir un certain nombre de réponses à vos questions précises dans notre rapport qui est assez détaillé. Cette charte publique, la plateforme pourrait être mobilisée dans sa rédaction prochainement, mais je parle au conditionnel parce que ça reste encore à concrétiser. On attend une saisine à ce sujet. En tout cas, le rapport Chaperon-Dubost himalayenne évoque un rôle pour la plateforme RSE, en tout cas la nécessité d'une commission de surveillance, une commission permanente dédiée à la sélection, au suivi des labels, donc une mission d'évaluation, de suivi. La plateforme pourrait y être associée. Les modalités restent à définir, mais en tout cas, la plateforme est bien sûr très mobilisée pour prolonger ces travaux qui sont, voilà, cette publication n'est qu'une étape. Je voulais simplement, peut-être, j'aimerais beaucoup prendre le temps de répondre à plus de questions, mais peut-être pour répondre à la question du pourquoi les labels, puisqu'il y a tellement de critiques à leur égard. En fait, les labels, parmi les outils de la RSE, c'est un outil qui est privilégié par les TPE, PME et ETI, qui ne sont pas soumises aux obligations comme d'autres tailles d'entreprises, à des obligations de reporting, à des obligations de vigilance, mais qui pour autant ont un désir, un souhait d'engagement. Et le label permet ça, c'est-à-dire qu'en fait, le label permet un accompagnement. Je pense que c'est un mot important. Ce que je retiens, moi, de cette expérimentation avec les fédérations sectorielles, c'est la notion de communauté d'engagement, d'échange entre pairs, puisque si on se place du point de vue d'une TPE, PME, elle n'a pas forcément les ressources pour avoir un responsable RSE et permettre de mettre en place des programmes. Donc, le label permet ça. Donc, en soi, c'est un outil intéressant qui a plein d'autres intérêts, mais je voulais insister là-dessus parce qu'on n'avait pas eu le temps de le détailler. Et donc, l'idée n'est pas de maintenir le statu quo parce qu'on voit qu'il n'est pas satisfaisant. Ce paysage crée de la confusion. Donc, toutes nos recommandations visent à apporter de la clarté. Il y a certaines pistes qui restent encore à creuser. Donc voilà, je voulais vous dire qu'on reste complètement mobilisé sur ce sujet et on vous tiendra au courant des suites de nos travaux et du rôle de la plateforme au sujet des labels RSE sectoriels. Je ne sais pas si Sandrine, tu veux dire un mot par rapport aux suites, à la rediffusion et aux suites. Oui, alors évidemment, il y a encore de nombreuses questions. Est-ce que vous voulez qu'on en prenne 2-3 supplémentaires? Après, il y avait peut-être juste sur, on parle de label, de référentiel. Il y a une question tout de même sur le fait que, est-ce qu'un référentiel RSE sectoriel doit obligatoirement devenir un label? C'est peut-être pour Guillaume. Donc, je vous propose de prendre une ou deux questions supplémentaires et de clore, et on retrouvera en effet cette webconférence en replay ainsi que les slides de présentation.
Oui, le choix entre un référentiel et une démarche de labellisation, je dirais que c'est le choix de l'organisation professionnelle sectorielle. Vous voyez, donc toutes les possibilités existent. Il y avait une question assez intéressante sur le score, les indicateurs, parce qu'il y a aussi une actualité sur les indicateurs. Vous savez qu'aujourd'hui, les entreprises de plus de 500 sont soumises aux données, à la communication des données extra-financières. On a un projet clairement qui vise à baisser le seuil à 250 salariés par entreprise. Et pour les TPE-PME, on est en train d'évoquer au plan européen et français des données simplifiées, volontaires et simplifiées. Moi, ce que je pense, c'est ce qui va se passer, c'est qu'on risque pour les PME-TPE, et on espère de façon volontaire, d'identifier un certain nombre d'indicateurs communs à l'ensemble des PME-TPE. Premier sujet. Et ensuite, charge au secteur d'en rajouter quelques-unes. Donc, si un jour, et je pense qu'on va y arriver, il existe des indicateurs communs à l'ensemble des TPE-PME, il est très clair qu'ils impacteront les référentiels dont on parle. Donc, il ne faut pas déconnecter le sujet des indicateurs de ces histoires de labels. Le deuxième point qui est évoqué souvent, c'est oui, mais dans le contexte, est-ce que c'est valable au plan européen, au plan international? Je répondrai qu'on est au début d'une ère, là, on est au début d'une histoire, rien n'est écrit, c'est très innovant comme sujet en fait. Donc, je n'ai pas de réponse définitive. Après, il y avait une question assez intéressante sur, pour un grand donneur d'ordre, c'est quand même, qui est au plan mondial, c'est plus facile de faire appel à un label généraliste ou à une plateforme de type EcoVadis. Ce qu'on n'a pas dit là, nous, c'est qu'on pense que la RSE doit rester volontaire pour le patron de PME-TPE. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'obligation. Dans ces labels, il n'y a aucune obligation pour la PME de se lancer. Elle se lancera si elle y a un intérêt, une conviction. Alors que dans les démarches de plateforme demandées par les grands donneurs d'ordre, si vous voulez travailler avec le grand groupe, vous êtes obligé de passer par la plateforme. Donc, on ne peut pas mettre les deux sujets au même niveau. Voilà, et donc je pense que c'est intéressant, comme l'a dit Frédéric, de suivre la suite de ces travaux. Ce que vous devez retenir, c'est de toute façon que vous fassiez appel à une démarche RSE, il faut qu'elle soit robuste, il faut qu'elle soit attestée par une tierce partie et que le contenu du référentiel vous corresponde le mieux possible, dans la mesure du possible. Voilà. Et l'objectif étant à terme et assez rapidement de faire reconnaître ça vis-à-vis du marché public et privé. Merci beaucoup, Guillaume. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir clore cette webconférence. Je remercie tous nos intervenants, nos pilotes du groupe de travail, la présidente de la plateforme RSE, Frédéric. Merci beaucoup. Beaucoup de questions, on aimerait pouvoir traiter, mais je pense que voilà, on va continuer de toute façon le dialogue aussi avec tout le monde. Et nous vous remercions et vous souhaitons une très bonne journée. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. À très bientôt. Merci, au revoir.